et notre vision de ce qu'on considère l'industrie et de l'avenir de l'industrie. Donc la thématique du webinaire, c'est comment, au travers de notre solution, on essaye, on arrive à démocratiser la technologie industrielle au sein de nos usines ou les usines de nos clients et comment on recentre l'humain au cœur de ces projets de transformation numérique. Donc ça va être tout l'enjeu du webinaire. Et comme a dit Olivier, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on y répondra tout au long de la présentation et en fin de session. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on pourra faire un petit tour de table côté intervenant pour se présenter respectivement. Peut-être Olivier, tu peux commencer. Tu as un peu parlé de Robotic Valley, parle-nous un peu plus de toi. Et ensuite, Thomas, tu pourras enchaîner et je clôturerai cette présentation. Donc, je suis directeur technique du cluster. Le rôle, c'est d'animer et de rendre visible le cluster et d'accompagner. On fait aussi un petit peu d'accompagnement d'entreprise sur le montée en compétences autour de la robotique et de l'industrie 4.0, comme je l'ai dit tout à l'heure. On organise énormément d'événements, des clubs industrie, des journées techniques, les webinaires, des matinales. La prochaine, ça sera sur de la téléopération de Kobo. Donc, et tout ça dans l'objectif de démocratiser et de faciliter les échanges entre les utilisateurs finaux, les intégrateurs et les offreurs de solutions comme C980. Ça marche, merci Olivier. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de renseignements plus tard. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis on approfondira un petit peu le rôle du cluster. Bonjour, merci Olivier. Donc moi c'est Thomas Schwartz, donc je suis un des 3 cofondateurs de C980 et responsable produit. J'ai très rapidement un background d'une vingtaine d'années dans un centre de recherche appliquée, donc où j'avais comme mission de travailler d'appliquer les méthodologies des chercheurs sur des problématiques de gestion des opérations, essentiellement dans diverses industries de différentes tailles et de différents secteurs. Et donc, j'ai rencontré certaines problématiques de support de ces méthodes organisationnelles et industrielles, de digitalisation de ces méthodes. Et donc, avec mes 2 autres cofondateurs qui, eux, ont vécu un peu les mêmes problématiques, mais du côté service informatique et responsable de services informatiques, on a lancé ce projet-là il y a 2, 3 ans de proposition d'un changement de paradigme autour de la digitalisation des opérations au sein des industries manufacturières. Donc, comme Olivier, n'hésitez pas par la suite à poser des questions si vous êtes curieux sur certains sujets. Merci Thomas, merci Olivier. Donc moi, Rémi Berrier, je suis le responsable partenariat de C980. Je m'occupe de créer du lien avec nos parties prenantes, les clusters comme Robotic Valley notamment et bien d'autres. Issus du marché aéronautique également, au plus proche des clients et de l'industrie manufacturière, on va dire complexe sur le levier aéronautique notamment. Et du coup, aujourd'hui, très heureux de pouvoir vous présenter notre solution qui est, comme l'a dit Thomas, est selon nous un vrai changement de paradigme et de vision. Et on va essayer de redonner le pouvoir aux experts métiers, aux experts opérationnels dans leur transformation digitale. C'est tout l'enjeu de C980. On vous a parlé un peu plus en détail par la suite. Déjà, avant de commencer la présentation de C980, on est parti du constat qui est un peu l'émergence de notre solution, qui avait aujourd'hui plus de la moitié des projets de transformation numérique qui n'arrivaient pas à leur bout en raison d'un manque d'engagement des ressources humaines et notamment des ressources opérationnelles et également un manque de soutien. Et du coup, on a dit pourquoi pas leur donner une solution où on arrive à leur donner cette forme d'autonomie dans leur transformation numérique et leur donner le pouvoir, en fin de compte, pour apporter et élever leur processus métier à un autre niveau avec des outils accessibles, simples d'utilisation et surtout coopératifs, où on va pouvoir engager plusieurs parties prenantes, que ce soit en interne de la structure, briser les silos, mais aussi des parties prenantes externes, fournisseurs, clients. Le but, encore une fois, c'est accélérer la transmission d'informations, reconnecter toute la chaîne de valeur dans des projets de transformation numérique. Donc nous, on est convaincus, en tout cas, quand on a lancé C980, qu'il y avait un certain nombre de leviers qui devaient être pris en compte pour avoir une transformation digitale réussie, notamment
faire appel à l'expertise et permettre aux experts métiers d'être au plus proches et impliqués dans les projets de transformation numérique, et ce, dès leur démarrage, pour justement avoir des outils accessibles avec une adoption par tous et une montée en compétences globale des différents services, et surtout permettre aux industriels de pouvoir communiquer une culture de l'innovation au sein de leur entité, leur donner une envie, en tout cas aux experts, de mettre la main à la pâte sur ces projets de transformation numérique et vraiment avoir connaissance des différentes échéances et différents enjeux de ces bouleversements. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir engager les parties prenantes, que ce soit en interne ou en externe, dans ces projets de transformation pour assurer leur succès. Pour vous parler un peu plus maintenant de C980 et de notre solution, de notre vision, donc C980, pour faire simple, nous on appelle ça une boîte à outils digitale où on va redonner le pouvoir aux experts, aux opérationnels, à ceux qui ont les mains dans les machines et dans la fabrication, pour justement digitaliser leur processus métier, venir compléter les systèmes d'information déjà existants. Le but, c'est pas de venir bouleverser l'organisation de nos clients, mais plutôt de l'élever et de la perfectionner. Et donc nous, C980, on arrive vraiment comme un complément ou alors un remplacement pour digitaliser des processus qu'on retrouve dans les usines, que ce soit purement production ou des processus plutôt support comme des dimensions qualité, logistique ou même suivi de la supply chain. On est vraiment une boîte à outils, on va pouvoir combler certains écarts, certains gaps qui sont visibles chez nos clients. Et donc pour ce faire, donc j'en ai parlé un petit peu, on considère que vraiment l'excellence opérationnelle s'atteint entre une parfaite harmonie entre la technologie et l'expertise métier. Le but, c'est de la rendre accessible et universelle pour toutes, pour tous. Et également, d'un point de vue connectivité et traçabilité, donner des moyens de reconnecter la chaîne de valeur et briser les silos en interne et en externe pour faciliter la transmission d'informations et la connexion entre les services. Et ensuite, pour qu'un projet de transformation fonctionne, on est convaincu qu'il faut qu'il y ait un impact à grande échelle. Et tout ça, ça dépend des hommes, ça dépend de l'engagement des ressources. Et donc, c'est important de pouvoir leur donner l'opportunité aussi de s'exprimer et de contribuer à l'essor de l'intelligence collective et industrielle en les impliquant directement dans les projets de transformation digitale qui leur permettent de façonner un peu leur avenir tel qu'ils perçoivent sur le marché industriel. Notre proposition de valeur, et comme l'a dit Thomas, on a un changement de paradigme, ou c'est ce qu'on essaie en tout cas de mettre en avant quand on accompagne des futurs clients dans leur transformation, c'est qu'aujourd'hui, il y a une multitude de solutions qui existent sur le marché, qui couvrent quasiment l'intégralité des processus métiers. Et pourtant, il y a toujours une grande part d'industriels, notamment les PME, les ETI, qui ont des processus non digitalisés, qui suivent leurs opérations sur papier ou sur fichier Excel, qui sont des supports difficiles à scaler et à maintenir. Et donc, le but, c'était de leur donner un outil qui, versus d'autres solutions qui mettent du temps à se déployer, qui sont souvent lourds et qui viennent figer les processus métiers. Nous, au contraire, on va leur offrir une moyen de pouvoir travailler sur l'itération, la collaboration et de pouvoir faire évoluer leur processus métier. Donc, c'est plus le système d'information qui dicte les processus métiers, mais c'est plutôt les processus métiers qui viennent faire évoluer le système d'information. C'est vraiment le changement de paradigme et notre vision à ce niveau-là. D'un point de vue environnement, on a encore une fois voulu pousser assez loin le produit d'un point de vue intuitif, qui le rend le plus intuitif possible, le plus immersif, en réduisant au maximum la charge cognitive. Le but, c'est de leur donner un environnement qu'ils connaissent avec une interface conversationnelle où le système d'information va communiquer avec les parties prenantes. Donc, on va avoir une conduite du changement qui va être souple, qui va être facilement adoptée et également avoir un système de conception de solutions qui est encore une fois très intuitif, où vous allez le voir par la suite dans la démonstration. On travaille sous forme de briques technologiques qu'on vient assembler, donc on vient modéliser le processus métier, on assemble les briques et le système est déjà digitalisé et on peut ensuite déployer le processus directement dans l'atelier, le tester, le faire prendre en main par les équipes et itérer jusqu'à trouver le bon match entre le processus métier, les objectifs et les outils déployés chez nos clients. Pour entrer un peu plus dans le détail de nos interfaces, et notamment des composants, donc pour que vous ayez une idée, on a deux interfaces principales. Une interface qu'on appelle nous créateurs, qui va être plutôt destinée aux managers
donc aux personnes responsables qui vont, elles, consolider et construire les solutions digitales, comme je vous disais tout à l'heure, en assemblant un certain nombre de briques. Donc, comme un logigramme et comme un jeu de Lego, on vient assembler des briques pour matcher le processus métier. Il y a différentes façons de le faire, je vous montrerai par la suite. Et ensuite, on a l'interface utilisateur qui, elle, va plutôt être destinée aux opérateurs, aux experts métiers qui vont réaliser de la saisie sur la base des solutions qui ont été créées. Le but étant de récolter de la donnée, de la mettre en forme et de la réexploiter sous forme d'analytics. Je parlais de connectivité tout à l'heure aussi, c'est important qu'on ait cette faculté à pouvoir se connecter au système d'information existant. On n'a pas pour orgueil de bouleverser complètement l'organisation de nos clients. Au contraire, c'est vraiment venir perfectionner les processus métiers et complémenter les systèmes d'information déjà en place, notamment les ERP ou votre système d'information. On va pouvoir se connecter directement entre systèmes, faciliter la transmission d'informations entre systèmes. Il y a différentes façons de le faire, soit en automatisant des échanges de fichiers plats entre ces systèmes, ou alors aller plus loin, pousser à l'API pour avoir une communication automatique entre les différents environnements et écosystèmes de nos clients. Donc, comment on crée une solution dans C980, dans Connect 980? C'est très simple. On a 3 façons de le faire. Soit on démarre à partir de zéro, c'est-à-dire qu'on vient de challenger le process. On a même créé un jeu de cartes où on modélise nos briques pour pouvoir poser le processus à plat avant de rentrer directement dans l'outil. Comme j'ai dit tout à l'heure, le but, c'est pas de figer un process, c'est vraiment l'élever, le challenger et ensuite le poser dans Connect 980. On a une autre, sur la base de nos expertises, de notre expertise des déploiements qu'on a réalisés chez nos clients, on a su à peu près caractériser quels étaient les enjeux principaux, les périmètres organisationnels qui étaient les plus stratégiques pour les industriels, notamment la production. Et donc, on a créé une série de templates prêts à l'emploi dans notre outil qui permet de ne pas démarrer justement de zéro et d'avoir un processus générique qu'on retrouve le plus souvent chez nos clients et partir de cette expertise pour ensuite le faire évoluer le processus, rentrer dans le produit pour adapter les briques en fonction des exigences spécifiques de nos clients. Et ensuite, on a un troisième module qui nous, on considère assez révolutionnaire. C'est l'intégration du nuage génératif dans notre outil qui permet, un peu comme sur ChatGPT, où vous exprimez un prompt ou un descriptif de votre processus métier. Et notre l'IA qui a appris de notre langage propriétaire va concevoir en automatique la solution, assembler les briques qui vous donne en fait un socle de base pour pouvoir le faire évoluer. Donc, c'est l'exercice que va faire Olivier tout à l'heure dans la démonstration et que Thomas viendra compléter. Mais voilà, on a 3 façons aujourd'hui d'aborder le produit. On pousse vraiment à l'autonomie. Le but, c'est que nous, on les accompagne sur les premiers steps, la première prise en main, la formation à l'outil. Mais derrière, c'est autonomiser vraiment les industriels et les experts métiers à concevoir eux-mêmes leurs solutions, que ce soit sur des périmètres vraiment purement production ou des périmètres plus larges. Donc, on le voit ici un peu, les périmètres couverts par C980. On l'a dit, c'est une boîte à outils digitale. Le but, c'est pas d'adresser un périmètre spécifique, même si on arrive aujourd'hui à mettre des épingles sur les sujets les plus critiques ou les problématiques les plus souvent rencontrées, notamment la production, le suivi d'OF, la planification, pousser des demandes d'instruction, voilà, toute cette partie-là qui est assez récurrente et qui revient souvent chez nos clients. Mais encore une fois, on peut pousser ces 980 à digitaliser un processus plus support comme du contrôle qualité en sortie de production, de la gestion logistique, du suivi d'inventaire et également sur des problématiques de gestion de la supply chain, comment je reconnecte avec mes fournisseurs, comment j'apporte de la visibilité sur mes opérations qui sont sous-traitées. Voilà, le but, c'est vraiment accélérer le niveau d'information et impliquer les parties prenantes dans cette transformation digitale avec un outil commun. Le but, c'est pas de multiplier les outils, c'est d'avoir un outil générique qui peut s'adapter à plusieurs scénarios et à plusieurs périmètres. Les bénéfices de C980, aujourd'hui, on continue à agrémenter, mais c'est les principaux bénéfices qu'on a identifiés en déployant, en étant plus proche de nos parties prenantes. Donc, on fait des gains en fonction des solutions déployées. Ça, effectivement, c'est très spécifique à un client et assez problématique. Mais les objectifs et les bénéfices récurrents qu'on observe le plus, ça va être surtout sur le gain sur la qualité et l'amélioration des OTD, donc des livraisons, amélioration de la satisfaction client, chercher également à produire mieux et de produire de manière plus responsable en ayant un meilleur contrôle sur l'efficacité des équipements, de mes moyens, de mes machines,
et donc du coup prioriser la production en fonction de ces enjeux-là. Donc connecter la production, la maintenance et toutes les parties prenantes pour avoir un maximum de visibilité sur mes enjeux de production. Je parlais de logistique tout à l'heure, c'est pareil pour d'autres clients. On a déployé des solutions pour gérer leur stock, éliminer de la double saisie, vérifier et valider l'information issue des systèmes d'information. Les délais de production, que j'en ai parlé également, c'est un réel enjeu, avoir de la visibilité sur ma planification, sur quel OF, enfin, sur quelle machine je vais positionner cette OF-là, comment je vais prioriser en fonction de mes délais de livraison. Tout ça, c'est des informations qui sont importantes de capitaliser et de pouvoir justement adapter et faire évoluer mes performances d'un point de vue de production à ce niveau-là. Et bien entendu, la transparence au niveau de la supply chain, qui est un réel enjeu chez nous et qui, je pense, est un réel enjeu pour beaucoup d'industriels, c'est comment j'échange avec mes fournisseurs, avec mes clients pour avoir le bon niveau d'information au bon moment et me permettre de prendre des décisions stratégiques à des moments très précis pour faire évoluer et perfectionner mes processus métiers. Donc, on arrive avec C980 à pousser, à challenger les processus métiers, à avoir une meilleure allocation et gestion des ressources et surtout à faire des gains réels et immédiats et mesurables sur des gains opérationnels. Donc, passer moins de temps à interpréter, collecter et à mettre en forme l'information, c'est vraiment un outil où on va leur permettre d'aller plus vite sur les tâches à non-valeur ajoutée et voilà, et pousser le bon niveau d'information aux bonnes parties prenantes au bon moment. Voilà sur la présentation assez générique et globale. Pour vous ayez une meilleure idée, je vais passer la main à Thomas et Olivier pour rentrer directement dans le produit sur une thématique bien spécifique qui est la gestion des non-conformités, qui est à peu près une problématique qu'on retrouve très souvent chez nos clients et qui est un réel enjeu. Comment justement j'arrive à améliorer ma qualité de production. Et donc Thomas, je te passe la main. Tu peux Merci prendre. Rémi. Merci Rémi. Donc, je vais juste faire une petite introduction sur l'applicatif qu'on va vous montrer dans cette démonstration. Le sujet, comme l'a mentionné Rémi, c'est la gestion de la non-conformité. Donc, il faut vraiment voir que c'est une forme d'utilisation de la caisse à outils ou de notre fameuse boîte à outils sur une problématique particulière qui est la gestion des non-conformités, mais il faut aussi se projeter sur d'autres thématiques, comme l'a expliqué Rémi. Donc, juste pour préciser, donc on va outiller un processus, on va vous montrer comment on peut très rapidement digitaliser un processus qui va se baser en 4 étapes où en fait l'opérateur pourra déclarer et caractériser sa non-conformité. Un manager ou un responsable qualité pourra faire une analyse de la non-conformité, la valider ou pas, et donner une action à l'opérateur qui, par la suite, une fois qu'il aura réalisé l'action, déclarer la résolution de cette non-conformité. Donc, dans notre boîte à outils, on a différents composants, des petits outils qui permettent de collecter l'information. Je vais vous montrer directement sur les interfaces. Donc, comme l'a mentionné Rémi, on a 2 interfaces. Une interface ici qui est l'interface créateur, où on a l'aspect gestion des solutions et création des solutions. Ce qui est important de voir dans cette interface, c'est qu'on a ce premier composant solution qui permet de collecter des informations tout au long du processus. Et donc, on voit ici qu'on a déjà pré-créé pour la démonstration 3 petites solutions, une qui permet à l'opérateur de déclarer sa non-conformité, celle du manager qui permet de définir une action pour l'opérateur, et celle de la deuxième pour l'opérateur qui va lui permettre de valider l'action qu'il a réalisée. Ces différentes solutions, on va le voir, permettent de collecter des infos, mais aussi permettent de générer des alertes. Olivier va justement créer la première solution de déclaration en live, là, tout de suite après mon introduction. Le deuxième composant qui est important aussi et qui va permettre de récupérer et de s'intégrer à un système d'information existant, c'est la notion d'import. Et on va voir qu'on a aussi pré-créé pour cette démonstration une petite source de données qu'on a créée sur base d'un fichier plat. On a l'habitude de le faire avec tous nos clients sur l'intégration des données via fichier plat depuis leur ERP. Et ici, pour la démonstration, on a intégré une liste d'OF et d'opérations qui vont être utilisées dans les solutions mises à disposition de l'opérateur pour qu'il ait juste à choisir un OF ou une opération sur lequel il va déclarer sa non-conformité. Et donc, on lui pousse des informations et on facilite sa saisie. Donc, on va voir ça tout de suite dans la démonstration. Et le troisième composant, qui est un élément important, qui est la notion de rapport, qui va être finalement le moyen d'exploiter toutes les données qui vont être collectées au travers de ces solutions et au travers des imports via des sources de données
pour finalement assurer un suivi du processus, une visibilité globale du processus, mais aussi, on va le voir un peu dans la démonstration, pour proposer des listes de tâches ou des listes de to-do aux différents acteurs pour qu'ils puissent savoir un petit peu au quotidien le travail qu'ils ont à faire sur ce processus dans le cadre de la démonstration, sur ce processus de gestion des non-conformités. Donc, je vais laisser la main à Olivier pour qu'il puisse nous créer cette petite solution de déclaration de non-conformité. Olivier, ça va, t'es prêt? T'as le micro coupé, Olivier. Ah, tu m'as fait peur, Olivier, je t'entends plus. Je vais vous partager mon écran. Du coup, je vais me Donc, reconnecter. cette première solution va vraiment être, et vous allez voir le format, donc il va pouvoir créer ça avec des petites briques qui vont poser des questions à l'opérateur pour que finalement la caractérisation de la non-conformité soit la plus simple possible et la plus transparente possible pour lui et la plus rapide possible pour l'opérateur, tout en garantissant finalement que toutes les informations qu'il va fournir permettent au manager de bien comprendre la non-conformité et de déclencher, de prendre la décision sur l'action qui va bien. Tu peux me remontrer le fichier Excel avec les avec les champs? Je vais te les donner, les noms, Ah, ok. Olivier, au passage. Je me connecte à l'appli. Donc ça passe par une interface web. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc normalement, je dois pouvoir vous partager mon écran. Si je suis dans la bonne conversation, ici, partager écran. Voilà. Donc là, vous voyez mon écran. Ouais, c'est bon. Donc là, Olivier, tu es dans l'interface d'utilisation. Donc Designer, si je l'écris comme il faut, ça va être plus facile. là, c'est l'interface de création, comme je vous l'ai montré juste précédemment. Je vais la faire plus petite que. Voilà. Donc là, pour créer, alors, je suis pas un expert et j'ai juste découvert la solution il y a quelques jours hein, quand on a préparé ce webinaire. Donc, je fais vraiment le candide. Donc là, quand vous créez ce composant de solution, en fait, qui va permettre la collecte de la déclaration, vous avez trois moyens. Donc Rémi l'expliquait tout à l'heure. Soit vous partez de zéro, soit vous utilisez un petit peu un gabarit, ou soit vous allez créer ça avec notre premier module d'intelligence artificielle. On va lancer Olivier là-dessus, je pense. Ouais. Du coup, je vais utiliser l'intelligence artificielle parce que comme ça m'évite de tout coder. Donc la première étape, c'est vraiment de définir un nom à cette solution qui va être mise à disposition des opérateurs. Et donc là, Olivier va décrire simplement ce qu'il cherche à faire. Donc il veut créer. C'est comme du ChatGPT, hein. C'est exactement le même principe. En fait, on a entraîné une IA à assimiler, à comprendre notre langage propriétaire. Et donc, du coup, sur la base de prompts ou de description de process, on arrive à générer un applicatif et assembler directement les briques pour gagner beaucoup plus de temps sur la création de solutions. Donc Olivier, pour caractériser la déclaration, je veux collecter auprès de l'opérateur les OF, l'opération. Auprès de l'opérateur. L'opérateur. Les OF. L'opération. Opération. L'article qui est concerné par cette non-conformité. Je n'ai pas obligé d'écrire tout ce que je dis, hein, je parle un peu trop. Article. La quantité d'articles concernés. Donc ça, c'est vraiment les champs de tout à l'heure. Hein. Oui. Le type de non-conformité. On précisera juste en dessous après qu'il y a différents types standards de non-conformité. Le type de non-conformité. Et tu veux peut-être mettre un message à l'opérateur à la fin
pour voir l'aspect Ouais, conversationnel. je voulais demander Bon, ouais, je voulais contraindre le type de non-conformité. Vas-y, Olivier. Le type NC, je veux proposer les causes suivantes. J'ai le droit de faire ça, hein? Tu as le droit. tu as tous les droits. De toute façon, on a pris le risque de le faire en direct, donc tu as le droit. Pièce détruite, pièce rayée, pièce abîmée, abîmée, et qu'est-ce qu'on peut mettre partiellement abîmé? Je ne sais pas si vous avez des champs à proposer, de nous proposer. Ah, il y a quelqu'un qui nous rejoint, abîmé. Je le fais rentrer, là, c'est bon. Et donc voilà, les quatre champs, ça va déjà bien caractériser. Ah, du coup, si je fais des fautes, il va peut-être pas comprendre. Si, c'est bon. Et il parle le chimfe couramment. Et du coup, quand je vais demander, je veux Un petit message à la fin. mettre un message, un message suivant, une alerte sera envoyée à votre responsable, suivant les actions. Suivant les actions. C'est pas mal ça. On peut générer. Étape suivante. Donc là, c'est l'IA qui bosse pour moi. Exactement. Tu décris le Bien ça. process, ton besoin. C'est là où Rémi fait une petite goutte de transpiration. Voilà, là, tu peux aller dans Assemble. Donc, Assemble. Donc là, on voit finalement un petit peu notre langage propriétaire qui est basé sur différentes briques pour garder la simplicité et la capacité à des non-informaticiens de pouvoir créer ces applications. Le nombre de briques est très limité. On voit ici, donc on a 5 briques au total, mais on voit que sur cette notion de déclaration, on a besoin d'une petite brique verte qui va permettre de poser une question, une réponse, et donc de collecter les informations sous forme guidée, et une petite brique violette qui permet d'envoyer un message. On verra sur la fin que Olivier va pouvoir rajouter une alerte. Mais là, Olivier va rentrer dans chacune des briques juste pour les finaliser leur configuration et vous montrer la simplicité finalement de création. Donc Olivier, on commence par la première, si tu veux bien, la brique OF, où là finalement on va montrer pour garantir la qualité de la saisie et faciliter le travail pour l'opérateur qui fait sa saisie, pour lequel c'est pas le métier. Que voilà, donc là, on lui pose la question. On peut définir ici des contraintes au niveau de la saisie quand on demande une quantité ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, Olivier, je pense que tu n'as pas besoin, voilà. Et ensuite, on propose trois moyens de réponse. Donc, soit une réponse ouverte, soit des boutons, choix unique ou choix multiple. On va, en tout cas, nous, de notre expérience, favoriser un maximum les boutons. Et on va pouvoir alimenter ces boutons. On va voir dans l'étape suivante, Olivier. Et ce qu'on voit à gauche, c'est l'aperçu Ouais. de Ce qu'on voit à ce qu'on droite, c'est code. vraiment l'aperçu de ce De qu'on est en droite, train de pardon. créer. Et donc là, on va pouvoir alimenter les boutons depuis une source de données. Et donc là, je vous ai présenté en amont une source de données avec une liste d'OF. Donc Olivier va pouvoir récupérer cette liste. De cette liste, on lui propose les différents champs qui sont disponibles et à lui de dire qu'est-ce que je veux proposer à l'opérateur. Donc dans ce cas-là, les différents OF disponibles dans cette liste. On va voir dans la question juste suivante qu'on peut filtrer les données qu'on propose à l'opérateur, mais dans ces cas-là, je veux lui proposer tous les OF. Je pourrais proposer juste les OF qui correspondent à un certain statut, mais on n'a pas été aussi loin finalement dans cette démonstration. Donc la deuxième question qu'on pose à l'opérateur, c'est l'opération. Je te laisse faire, Olivier. Et il a même corrigé les fautes, là. Donc là, du coup, toujours pas de contrainte, on est d'accord, puisque On est d'accord, on verra quand on demande la quantité qu'on va imposer. toujours choix unique.
Donc là, je vais récupérer les opérations de la même source de données, impeccable, Olivier. Ah, Ah, là, il faut que tu reviennes en arrière parce qu'en fait, dans ma source de données, l'opération était définie en nombre. Voilà, c'est bon, tu vas être notre prochaine recrue, Olivier. et donc là, je peux choisir coopération parce que c'est les Voilà. seuls en nombre Donc dans la même équipe. c'est vraiment parce que opération dans la source de données était définie en tant que format nombre. Donc on assure la cohérence des formats. Et donc cette fois-ci, tu vas vouloir proposer les opérations, je te laisse faire après, Olivier, que les opérations qui sont liées à l'OF que j'aurais présélectionné. Donc Olivier veut voir ces opérations quand l'OF de la source de données est égal, non, Olivier, à la valeur Ah, là, qui vient d'une ouais, saisie en fait, puisque tu ouais, as configuré. Voilà. Et donc tu vas récupérer la brique OF. Donc ici, Olivier a configuré la brique pour que les opérations qui seront proposées à l'opérateur ne soient que celles qui sont liées à l'OF qui a été sélectionné par l'opérateur à la première étape. Sur l'article, on va faire la même chose, on va lui proposer les articles qui sont, enfin l'article qui correspond au couple OF opération qui a été défini. Toujours la même chose. Donc là, cette fois-ci, je vais lui proposer l'article qui correspond à l'OF sélectionné et en rajoutant un autre filtre à l'opération sélectionnée. donc ça, c'est le résultat du bloc de tout à l'heure. C'est le résultat du bloc de tout à l'heure, c'est-à-dire que je peux conditionner sur les saisies précédentes. Voilà, donc on a presque fini. La quantité, donc là, on va lui Oui, mettre une une réponse réponse ouverte ouverte pour qu'il pour. puisse rentrer un chiffre. Mais Ouais. vu qu'on a forcé le format nombre, il ne pourra pas rentrer autre chose que le chiffre. La qualité de la donnée est quelque chose d'important pour nous. Et là, c'est ce que j'ai mis dans ma. Là, c'est les types de non-conformité. Donc, normalement, s'il y a fonctionné correctement, il t'aura pré-saisi les causes. J'ai fait une faute là tout à l'heure, il me l'a gardé. On va voir. Donc, cette fois-ci, pas de contrainte. Choix unique, on peut mettre choix multiple pour essayer. Tu peux mettre choix multiple. Oui, effectivement, tu pourrais observer plusieurs causes sur une non-conformité, donc c'est logique. Et Donc donc là, là, ça au marche lieu sur de, mes propres choix. voilà, c'est ça. Au lieu d'aller récupérer les données d'une source de données, tu auras mis des causes en dur, puisque c'est des choses qui ne changent pas tous les jours. Et donc, si un jour tu veux faire évoluer la solution, tu pourras revenir sur ce brique et changer les causes, en fait. Tu peux les supprimer, les modifier. Et la dernière brique que tu as utilisée, c'est le petit message qui sera fourni Donc, à la fin de la collecte. et on peut même personnaliser ce message en repoussant des informations qui ont été déjà saisies au préalable, comme le numéro d'OF, le numéro de l'article ou le numéro de l'opération. Mon application, elle est complète, elle marche. Donc Oui, là, elle fonctionne. On peut aller plus loin en poussant une alerte aussi. Je veux prévenir mon responsable de la déclaration. Donc, tu peux créer une autre brique. Si tu vas tu peux le faire directement dans Assemble, c'est le plus simple. Donc là, au plus. oui. Ouais. Et donc c'est là où on voit les différents types de briques. Donc là, donc pour la démo, on n'a pas poussé la solution très loin, mais il y a des briques de conditions qui permettent de changer le comportement de la conversation. Mais là, tu vas créer une alerte, peut-être, Olivier, juste pour finaliser le. Donc l'alerte est sous deux formes. Sur la démonstration, vous allez voir que moi, je vais pousser une alerte mail, mais on a aussi des notifications dans le produit. Je l'envoie à toi, Thomas. C'est tiré Tiret, 9.8. 81.com. Donc là, l'objet du mail. A été créé. Donc je vois qu'il est déjà 11h40, donc on ne va pas rajouter de variables, mais vous allez voir dans le reste de la démonstration qu'on peut rajouter des variables dans l'intitulé du mail.
Je vais aller plus vite, ouais, parce que ça a été. Je vois le temps qui passe. Voilà. Maintenant, tu peux déployer, enfin, assembler le Donc, bloc. tu assembles ta brique, tu la rajoutes dans l'assemblage. Voilà. Donc là, je la Non, prends tu l'as directement depuis l'assemblage. assemblage plus, Et c'est tu la Et tu celle-là. retrouves la brique, ouais. Et donc maintenant, tu peux déployer pour montrer le fonctionnement de ce que tu as créé, montrer qu'on n'a pas tout truqué. Donc, possibilité de limiter le déploiement, hein. Normalement, on aurait dû limiter le déploiement de cette solution juste à un opérateur. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, tu peux retourner sur l'interface d'utilisation pour montrer le résultat de ce que tu as créé. Donc là, j'en ai qu'une parce que je suis bêta-testeur ou je suis testeur. Voilà. Ouais. Et donc là, c'est l'appli qui marche. C'est ce que Olivier a créé. Voilà. Donc l'opérateur peut sélectionner l'OF. Sur la base de la source de données on aura interfacée. Opération, donc dans ce cas-là, il n'y avait qu'une opération sur cette OF. On lui demande de valider l'article. Ici, on bloque au nombre. Olivier peut choisir des codes. Donc, une fois que donc le petit message à la fin, et donc Olivier valide. Donc là, comme vous l'avez vu, il a défini, caractérisé une non-conformité. Cette non-conformité, je vais reprendre la main, si tu veux bien, Olivier. Ouais, c'est simple à créer. Donc, pour montrer finalement donc, que j'ai reçu un mail avec les détails de la non-conformité. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu les deux autres solutions qui permettent de suivre le process et les différentes étapes du process et les différents outils et les différents rapports qu'on a pu créer sur cette solution pour avoir un applicatif un peu complet de suivi des non-conformités. Donc, je vais partir cette fois-ci, moi, d'un mail que j'ai créé sur le même type de solution qu'Olivier. Donc, bien sûr, dans les boîtes mail, on peut aussi automatiquement rediriger les emails dans certains répertoires. Donc, moi, pour la démo, j'ai redirigé dans ce répertoire toutes les déclarations à valider. Et donc, si je suis manager, je reçois cette alerte, j'ai les détails de cette alerte et je dois aller valider finalement l'alerte, enfin la non-conformité et définir une action pour mon opérateur. Donc, directement depuis le mail, je vais être redirigé. Non, bien sûr, le fait démo, je n'étais pas connecté. Si je me connecte, je vais la refaire depuis l'email. Vous allez voir que je suis directement redirigé sur ma solution manager qui me permet de sélectionner la non-conformité qui a été déclarée, d'avoir un petit résumé de cette non-conformité, donc avec l'OF, l'opération, l'article, le type de non-conformité, et on me demande est-ce que je valide ça comme une réelle non-conformité ou est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable par le client ou finalement qu'on ne va pas prendre en compte en tant que non-conformité. Mais là, pour la démo, je vais valider la non-conformité. Je sélectionne l'action corrective. Donc là, on a fait très simple, hein, à réparer ou à jeter. Je peux, en tant que manager, définir l'action. Je valide. De la même manière, nous avons configuré cette solution. Dans cette solution, une petite brique alerte qui va arriver directement dans mes actions managers. Et donc là, je reçois directement le mail en tant qu'opérateur. Et donc, on me dit, après analyse de la non-conformité, nous avons défini l'action à jeter. Donc là, pour le process, contrairement au manager qui peut directement aller valider depuis sa solution, là, l'opérateur a une opération à réaliser, en tout cas une action à réaliser avant de valider l'action. Donc, dans ce cas-là, on va le rediriger potentiellement. Donc, il va réaliser son action et il aura accès directement à des rapports où lui a toutes les actions qu'il doit entreprendre et donc toute la liste de non-conformités qu'il doit traiter. Donc, la 49, c'est celle que je viens de gérer maintenant. Et depuis ce rapport,
il va pouvoir déclencher une solution du même type qui lui permettra de valider l'action corrective. Et donc, on va voir qu'il a sa liste de tâches, finalement, toutes les actions correctives qu'il a à mettre en place par rapport aux OF et aux opérations sur lesquelles il a travaillé. En tant qu'opérateur, on va dire que j'ai réalisé l'action de la non-conformité 48. Donc, je vais pouvoir sélectionner. Ici, on peut plus lui pousser des messages un peu plus complets que juste le report dans lequel on n'a pas l'OF ni l'opération. Donc là, on lui précise en plus que cette non-conformité a eu lieu sur l'OF numéro 631-222. Il peut directement, depuis là, dire qu'il a validé l'action, ou si jamais il a eu un problème, il peut dire non, et on va lui demander de remplir la cause de non-réalisation de l'action corrective. Mais donc, il peut aussi modifier et donc dire oui, j'ai validé l'action. À partir du moment où il valide l'action, ça sort de ses to-do et donc il n'a plus que celle-ci à traiter en termes d'action non corrective. En termes de rapport, on a, bon, comme disait Rémi, hein, c'est l'environnement de démo, on a tout un tas de problématiques de gestion des pannes machines, de planification. Mais pour cette démonstration-là, on a aussi un rapport disponible avec la visibilité sur toutes les étapes de gestion des non-conformités. Donc, on voit que sur celle-ci, il y a encore l'opérateur qui doit réaliser l'action. On voit que sur celle-ci, l'opérateur, elle n'a pas été validée par le manager, donc elle n'ira pas plus loin en termes de processus. Et donc, finalement, via ce rapport-là, on a une visibilité globale plutôt pour les managers. Et pour la démo, on a créé deux petits rapports. Donc, on a vu celui à destination de l'opérateur, mais finalement, vous imaginez que le manager a le même type de petit rapport. Donc là, il a pas, lui, de non-conformité à valider. Mais si je vais en déclarer une directement, vous allez voir qu'elle va apparaître. Je vais la déclarer rapidement, juste pour vous montrer aussi ce fameux rapport à destination des managers. Et donc, si je retourne sur le rapport à destination des managers, on voit que la non-conformité qui vient d'être déclarée. Donc, en fait, différentes expériences utilisateurs pour s'adapter au process. Est-ce que les opérationnels font ça, la saisie directement après la réception du mail, ou est-ce qu'ils font ça tous en fin de journée? Et finalement, l'objectif est aussi d'adapter, comme l'a déjà dit plusieurs fois Rémi, adapter complètement l'applicatif au processus métier, et donc de ne pas adapter le processus à l'applicatif. Donc voilà une démonstration très simple. Je vois qu'on est dans le timing. Si vous avez des questions sur d'autres thématiques, etc., n'hésitez pas. Je te laisse te reprendre la main pour la Ouais, conclusion. et à la suite de la démo, déjà, merci Olivier d'avoir joué le jeu. Ça s'est bien passé. Non, mais normalement, voilà, comme on l'a dit, c'est un outil qui est accessible aux non-informaticiens et c'est vraiment notre ADN, donc on veut le pousser. Et même dans cette démo, c'est ce qu'on a voulu faire, faire retranscrire. Sur Ouais. les gains à la suite de ce périmètre spécifique et la gestion de non-conformité, déjà d'un point de vue ROI, quand vous mettez en face le temps déployé à concevoir une solution, à digitaliser un process, et donc on compte en quelques heures, hein, créer une solution, challenger le process, et on arrive à avoir des résultats mesurables et immédiats, puisqu'on arrive à déployer en live la solution, la faire tester par les équipes et itérer pour trouver le bon match avec le processus métier. D'un point de vue performance, donc je le disais, on challenge le process, on aide à la prise de décision et on fait un gain significatif sur notamment la déclaration des non-conformités et leur traitement. D'un point de vue adoption, vous l'avez vu, hein, c'est l'interface, que ce soit dans la conception avec les briques, le jeu de Lego ou même d'un point de vue utilisateur avec l'interface conversationnelle, on essaye de réduire au maximum la charge cognitive pour que ça soit facile d'adoption. Traçabilité, donc avec des solutions, on couvre le périmètre global qui est la gestion des non-conformités. On arrive à apporter davantage de visibilité et d'apprentissage sur quelles sont les causes de mes non-conformités, quelles sont les non-conformités les plus récurrentes et comment je peux optimiser mon process pour justement réduire ce taux de non-conformité. Et d'un point de vue reconnexion, donc là, on a fait appel à plusieurs services, donc les pures opérations qui sont dans l'atelier et le responsable ou le service qualité. On arrive à en live transmettre de l'information, briser les silos et reconnecter la chaîne de valeur. Donc c'est valable en interne de la structure, mais on a encore une fois des applicatifs avec les sous-traitants, avec les clients. Le but, encore une fois, étant de reconnecter ces parties prenantes.
Et ensuite, dernier point, qui est là plutôt en dehors ou en complément du produit, on a aussi pour vocation et pour ambition de créer une communauté autant de C980, mais pas que. Donc, impliquer nos parties prenantes, partenaires, clients, utilisateurs de la solution et même les futurs ingénieurs de demain, donc être au plus proche des écoles pour les embarquer dans cette démocratisation de la technologie et des solutions comme C980. Donc, on a créé une communauté dans laquelle nous, on va être engagé à offrir du contenu, à créer ce style d'événements, des webinaires, des vidéos, des podcasts, enfin, différents contenus, créer des événements pour connecter, on va dire, les acteurs du marché entre guillemets vieillissant de l'industrie et la nouvelle génération d'ingénieurs, par exemple, et pouvoir voilà, mettre en avant ce qu'on essaye de faire retranscrire dans le produit, à savoir la collaboration, le partage, reconnecter la chaîne de valeur et permettre aux personnes de contribuer à l'essor de l'intelligence collective au travers de cette communauté. Donc, elle est ouverte à tous. Je vous invite à, si ça vous intéresse, à nous rejoindre, à être impliqué dans cette transformation qui est notre industrie. Et voilà, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui et que votre solution vous parle. En tout cas, les problématiques qu'on aborde résonnent dans vos usines ou en tout cas chez certains de vos partenaires. Et voilà, en tout cas, encore une fois, merci à Robotic Valley pour cette opportunité. Merci à Thomas aussi de m'avoir accompagné sur ce webinaire. Et voilà, on est à disposition pour vos questions si vous en avez. J'avais une première question. On est d'accord que tout ce que tu nous as montré, Thomas, c'est développé avec C980 dans le même environnement, ce que j'ai fait au niveau de la démo. Oui, 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 oui. Et en fait, c'est là un peu la difficulté, c'est de montrer. On a voulu montrer le potentiel de la boîte à outils, mais en fait, on peut faire tout un tas d'autres choses. Donc, on a vraiment focusé sur la non-conformité, mais on peut après faire du suivi de temps, de la collecte de temps, de la du suivi d'OF, de l'avancement d'OF, la mise en place d'alertes quand des OF sont bloqués. On peut mixer le suivi d'OF avec la gestion des non-conformités, mais l'idée vraiment, c'est de construire petit morceau par petit morceau et donc de ne pas rentrer dans la logique où je dois décrire tous les besoins de mon atelier pour arriver à définir un cahier des charges exhaustif. Là, on a vraiment notre petite boîte à outils qui permet de faire ça de manière incrémentale et de commencer par les sujets qui sont les plus impactants pour nous, enfin pour l'industriel en termes de perte de temps, de perte de visibilité. Mais oui, tout est créé avec ces 980. Est-ce que vous avez des questions ou des besoins de compléments sur ce qu'on a vu? Alors, soit ça veut dire que tout le monde a compris, soit ça veut dire que personne n'a. Personne n'a compris. Je sais pas. Personne n'a de questions? Au niveau de tout à l'heure, tout Non, est pour clair. le commentaire, tout est clair. Merci, Brune. Merci en Merci. tout cas pour le commentaire. Ouais, Au merci niveau beaucoup. de tout à l'heure, tu nous as montré le fichier. Comment ça se passe? C'est un export de l'ERP ou En c'est fait, comme disait connecté? Rémi, on a plusieurs moyens d'intégrer les données qui viennent d'un ERP. On peut, dans certains cas, développer des API spécifiques, puisqu'en fait, l'API va aussi dépendre de l'ERP de notre client. Donc, on a des sujets avec des gros ERP aujourd'hui, comme Sage X3 qu'on rencontre chez certains de nos clients. Mais le moyen universel qui marche avec 95% de nos clients, c'est l'échange de fichiers plats. Et donc, tous nos 95% de nos clients ont la capacité de sortir un fichier plat. Je peux vous montrer rapidement, finalement, la configuration de cette source de données qui est donc là, je sors juste pour finir la démo. Donc, je peux créer ici donc, cette source de données et je vais tout simplement pouvoir importer un fichier, lui définir un nom, glisser le fichier plat ici. Je vais en prendre je prends des risques. C'était pas prévu. Et donc, en fait, au moment où vous glissez le fichier, il vous reconnaît les différentes colonnes et il vous demande si vous voulez imposer un format. Une fois que vous importez ici, le fichier est configuré. Et donc, ma source de données est configurée. Et je peux plusieurs choix. Soit je peux aller la rafraîchir manuellement, donc c'est-à-dire reglisser un fichier avec des nouvelles données, mais on automatise aussi le rafraîchissement de ce fichier. Et c'est ce qu'on fait
dans pareil 95% des cas où en fait, à chaque fois que le fichier est mis à jour et exporté de l'ERP, les données sont rafraîchies dans la source de données. Donc en fait, cette fameuse liste d'OF ou d'opérations qu'on propose à l'opérateur est rafraîchie dès que le fichier plat et le fichier CSV est exporté de l'ERP. Donc voilà, c'était peut-être un petit complément à la démonstration. Ouais. Euh, du coup, pour clôturer, peut-être Olivier, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous enverra certainement. Ah, Camille, une question. Moi, j'avais une question, c'était par rapport si on pouvait. Oh, pardon. Je prends un petit peu. Faut que tu coupes ton son aussi. Ouais. Olivier. J'avais juste une question, si on pouvait exporter les rapports. Oui, oui. Alors, moi, je vais vous le montrer en manuel, mais bien sûr que de la même manière que le rafraîchissement, donc en fait, si je rentre dans un rapport, et là, c'est un export directement en fichier CSV, donc avec toutes les données de ce rapport. Voilà. En fait, c'est aussi, vu que c'est un complément, on donne l'accès à toutes les données collectées via des fichiers Excel ou des fichiers CSV pour que les industriels puissent les retravailler s'ils ont besoin, en fait. Ok, super, merci.